Quand vous pensez au Japon, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être des temples enchanteurs, des cerisiers en fleurs et des villes qui semblent tout droit sorties d'un film futuriste. Un pays où la perfection semble être dans chaque détail, qu'il s'agisse de technologie ou de discipline culturelle. Mais est-ce le cas pour tout le monde? Derrière les néons de Tokyo et l'efficacité irréprochable des grandes entreprises se cache un Japon qui ne se montre presque jamais. Un côté où la pauvreté est réelle, où des quartiers entiers vivent en marge de la société et où des milliers de personnes luttent chaque jour pour survivre. Saviez-vous qu'au Japon, il y a des personnes âgées qui commettent des délits mineurs pour pouvoir être arrêtées et obtenir de quoi manger et dormir? Aujourd'hui, nous allons vous révéler ce que les guides touristiques ne vous montrent pas et l'impact dévastateur de l'inégalité dans l'un des pays les plus riches du monde. Numéro 1. Situation et données géographiques. Le Japon est l'un de ces endroits où tout se mélange de manière unique. D'un côté, des villes futuristes pleines de gratte-ciel et d'enseignes au néon, de l'autre, des temples millénaires entourés de cerisiers en fleurs et des paysages qui semblent sortis d'un tableau. Formé de plus de 6000 îles, le Japon concentre son énergie sur 4 îles principales, Honshu, Hokkaido, Kyushu et Shikoku. Et c'est incroyable de voir comment il parvient à être à la fois si compact et si diversifié. Un jour, vous vous promenez dans les rues bondées de Tokyo, et le lendemain, vous escaladez le mont Fuji où vous vous détendez dans un onsen traditionnel, ces sources thermales qui sont un véritable refuge. Le mélange de tradition et de modernité est fascinant. À un moment donné, vous vous trouvez dans un quartier technologique comme Akihabara, entouré de robots et de magasins de jeux. L'instant d'après, vous pouvez être à Kyoto, en train de vous promener dans des temples et des forêts de bambou avec la tranquillité de celui qui a remonté le temps. Et n'oublions pas les saisons, qui transforment le paysage comme si le pays changeait de visage tous les quelques mois. C'est précisément ce contraste qui rend le pays si spécial, plein de contrastes et d'expériences que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde. Numéro 2. Histoire. L'histoire du Japon est une trame pleine de rebondissements, qui combine la tradition ancestrale avec des transformations radicales. Aujourd'hui connue pour sa technologie de pointe et sa culture fascinante, l'histoire du Japon a été marquée par les conquêtes, l'isolement et les renaissances. Pendant des siècles, le pays a vécu sous la domination des samouraïs et du système du shogunat, une période où la guerre et la discipline ont façonné son identité. Ce n'est qu'au XIXe siècle, pendant la restauration de Meiji, que le Japon s'est ouvert au monde, se modernisant à un rythme impressionnant, qui a même fait passer le pays d'une société féodale à une puissance industrielle en quelques décennies. Mais le succès semble leur être monté à la tête. Et la recherche du pouvoir à tout prix a eu un prix. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon a entrepris une expansion militaire agressive, qui a abouti à la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki par les bombes atomiques en 1945. Ce fut un point d'inflexion, avec la capitulation, le Japon a dû reconstruire à partir de zéro. Dans l'après-guerre, le Japon a adopté une nouvelle constitution axée sur la paix et le développement économique. Et cela a fonctionné, en quelques décennies, il est devenu l'une des plus grandes économies du monde, dominant des industries telles que l'électronique et l'automobile. Mais comme toute histoire a deux facettes, l'éclat de la modernité cache une réalité moins connue. Et juste une mise en garde, nous savons que tout pays est confronté à des défis et notre objectif ici n'est pas de dénigrer le Japon, mais de montrer l'autre face de la médaille avec respect et clarté, comme nous l'avons fait dans la vidéo sur la Corée du Sud, où nous avons montré une réalité inconnue de beaucoup. Saviez-vous, par exemple, qu'en Corée du Sud, il y a des femmes âgées qui se prostituent pour survivre? Vous découvrirez cette triste réalité et bien d'autres choses encore dans le documentaire complet, La face cachée de la Corée du Sud, à ne pas manquer, alors ne manquez pas de le regarder. Revenons maintenant au Japon, où nous commençons par un problème social qui a attiré l'attention du monde entier, la baisse du nombre de naissances et le vieillissement accéléré de la population. Numéro 3. Natalité et vieillissement de la population. Dans un pays où la technologie et la tradition coexistent, il serait facile d'imaginer un équilibre parfait. Mais en matière de démographie, les choses prennent une autre tournure. Le taux de natalité est si bas que certaines villes sont pratiquement en train de disparaître, tandis que la population âgée augmente à un rythme impressionnant. Aussi incroyable que cela puisse paraître, on y vend plus de couches pour personnes âgées que pour bébés. Et il n'est pas exagéré de dire que cela transforme déjà le paysage du pays. À Ishinono, par exemple,
la naissance d'un enfant a récemment été traitée comme un événement historique. Après tout, cela ne s'était pas produit depuis 20 ans. En attendant, pour faire face au silence des rues, les habitants ont imaginé une solution curieuse, des poupées grandeur nature qui vivent le quotidien de la ville. Ils sont partout, se balançant sur des bascules, poussant des chariots ou simplement saluant les rares visiteurs. Mais cette crise démographique n'affecte pas seulement la vie dans les villes. Elle a de profondes conséquences sur l'économie. Avec de moins en moins de jeunes pour soutenir le système de protection sociale, la charge repose sur les personnes âgées, pour qui il est de plus en plus difficile de vivre dignement, et nous en parlerons plus tard. Voyons d'abord les raisons qui affectent le taux de natalité et, croyez-le ou non, l'une d'entre elles est que les jeunes restent célibataires. Manque d'intérêt sexuel. La faible natalité au Japon s'explique de plusieurs manières, mais ce qui se cache derrière cette réalité va bien au-delà du coût de la vie ou de la difficulté à concilier travail et famille. Même si le gouvernement offre de généreuses aides pour stimuler la natalité, telles que des subventions et des incitations fiscales, le problème est en réalité dû à un enchevêtrement de questions sociales allant de la timidité à la rupture des relations traditionnelles. Pour de nombreux jeunes, en particulier les hommes, l'intérêt pour les relations réelles diminue. Le phénomène est si courant qu'il a même un nom, Sekusu Shine Shokogen, ou syndrome du célibat. Selon une étude de l'Association japonaise de planification familiale, environ 25% des hommes âgés de 16 à 24 ans ont déclaré mépriser les contacts sexuels, une situation qui peut sembler étrange aux étrangers. De nombreux hommes préfèrent épouser des personnages d'anime ou se plonger dans des mondes virtuels à la recherche de relations humaines. Dans un exemple encore plus surprenant, certains fréquentent des établissements où, au lieu de rechercher des relations intimes, ils paient pour poser leur tête sur les genoux d'une femme, juste pour parler à quelqu'un en face à face et avoir un contact réel. Avec ce manque de connexion émotionnelle et physique, il n'est pas surprenant que les taux de natalité soient si bas. Ce phénomène, combiné à une espérance de vie qui est l'une des plus élevées au monde, a créé une population dans laquelle plus de 28% des personnes ont 65 ans ou plus. Numéro 5. La pauvreté. Quand on parle du Japon, la première image qui vient à l'esprit est celle d'une économie forte, d'une technologie de pointe et d'un pays organisé où tout fonctionne. Et ce n'est pas faux. Avec un taux de chômage quasi nul et un salaire minimum qui atteint $1000, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que de la prospérité là-bas. Mais la vérité est bien différente. Selon le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être, plus de 20 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Cela signifie qu'environ 16% de la population a du mal à couvrir ses besoins fondamentaux tels que la nourriture et le logement. Et les plus touchés sont les mères célibataires et les personnes âgées. Pour les mères célibataires, en particulier celles qui ont eu des enfants alors qu'elles étaient encore à l'école, la réalité est cruelle. Beaucoup se retrouvent dans des emplois temporaires ou à temps partiel, avec des salaires très bas, tout en essayant d'élever seuls leurs enfants. Et le gouvernement, bien qu'efficace dans de nombreux domaines, n'offre pas suffisamment de soutien pour alléger ce fardeau. Et qu'en est-il des personnes âgées ? Leur situation n'est pas non plus facile. La pension de base est si faible que beaucoup doivent continuer à travailler, même à un âge avancé. Et nous ne parlons pas de travaux légers, mais de travaux pénibles qu'ils peuvent à peine accomplir. Il y a même des personnes âgées qui commettent des délits mineurs juste pour se faire arrêter, car en prison, ils ont la garantie de recevoir de la nourriture, un logement et des soins médicaux. Avant, les enfants s'occupaient de leurs parents, mais avec l'émigration des jeunes vers les grandes villes, de nombreuses personnes âgées sont restées dans les régions rurales sans soutien. Et le problème va plus loin. Une enquête récente a révélé que près de 60% des familles japonaises déclarent avoir des difficultés à se procurer de la nourriture, des vêtements ou un logement. Numéro 6. Les sans-abri. L'une des conséquences de cette pauvreté, par exemple, est le nombre de sans-abri. Oui, il y en a au Japon. Dans l'après-guerre, alors que de nombreux Japonais luttaient pour se nourrir et se loger dans un pays économiquement dévasté, la pauvreté s'est atténuée à mesure que l'économie japonaise revenait à la normale. Peu après, dans les années 70, de nombreux Japonais avaient le sentiment de vivre dans un pays plus égalitaire, où tout le monde appartenait à la classe moyenne. Cependant, le fossé entre les classes s'est à nouveau creusé. Dans les années 90, après l'éclatement de la bulle économique, la stabilité du Japon s'est effondrée.
les entreprises ont commencé à abandonner le principe de l'emploi à vie et les rues des grandes villes se sont remplies de sans-abri. Un scénario qui semblait impensable des décennies auparavant, lorsque le pays était considéré comme une nation de classe moyenne. Aujourd'hui, rien qu'à Tokyo, on estime qu'environ 1700 personnes n'ont pas d'endroit où vivre. Mais ce chiffre n'est que la partie visible de l'iceberg. Beaucoup ne figurent pas dans les statistiques parce que le gouvernement évite de souligner la gravité du problème en éloignant les sans-abri des zones publiques. Le sans-abrisme au Japon prend deux formes. La plus visible se trouve dans les grandes gares et les parcs, où des magasins et des cabanes de fortune apparaissent la nuit et disparaissent à l'aube. Ces personnes doivent souvent faire la queue pour obtenir de la soupe ou un morceau de pain. Mais il existe aussi le côté invisible de cette réalité. De nombreux sans-abri dorment dans des hôtels capsules, des lans houses ou même dans des restaurants de restauration rapide ouverts 24 heures sur 24. C'est une pauvreté cachée qui passe inaperçue pour ceux qui ne regardent que la surface. De plus, presque toutes les grandes villes japonaises ont un endroit appelé doyage, un jeu de mots à partir du terme yado ou refuge. Malgré leur joli nom, ce sont en réalité des taudis urbains. Numéro 7, le bidonville de Kamagasaki. Il est difficile d'imaginer que dans un pays aussi avancé que le Japon, il existe des quartiers marginaux, mais ils sont là, même s'ils sont loin des projecteurs. Le plus connu est Kamagasaki, à Osaka, un quartier où vivent environ 25 000 personnes dans des conditions précaires. Le quartier, qui n'apparaît officiellement plus sur les cartes, est une plaie ouverte que la ville préfère ignorer. Kamagasaki est bien loin de l'image moderne et illuminée par des néons que nous associons généralement aux villes japonaises. Il s'élève dans l'ombre d'Abenobashi, le plus haut bâtiment du pays, qui semble observer ses habitants avec indifférence. Pour beaucoup, c'est le dernier refuge, une destination pour ceux qui cherchent du travail, ne serait-ce que pour une journée, ou une aide quelconque de la part du gouvernement. Le centre névralgique du quartier est le centre de travail et de bien-être Erin. Un endroit qui devrait apporter de l'espoir, mais qui, dans la pratique, ne fait qu'amplifier le désespoir. Des hommes, pour la plupart âgés, y sont assis avec leurs quelques effets personnels, attendant patiemment une opportunité. Ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre, jour après jour, quelque chose qui arrive rarement. Un autre lieu emblématique est le parc Sankaku, une petite zone triangulaire entourée de logements bon marché. Le parc dispose d'une télévision communautaire qui ne s'allume que brièvement le matin et l'après-midi, presque comme un contrôle social. À part cela, le seul moyen d'échapper à la situation que beaucoup trouvent est l'alcool ou des vices encore plus dangereux. Mais au milieu de toute cette précarité, Kamagasaki conserve un sens de la communauté peu fréquent dans les grandes villes japonaises. Là-bas, les gens trouvent encore le temps de parler, de sourire et de s'entraider, ce qui brise les barrières personnelles si courantes dans le reste du pays. Mais ce n'est pas la seule. Numéro 8, Sanya. Sanya, à Tokyo, est un autre de ces quartiers que le Japon préfère cacher. Officiellement, le quartier n'existe plus sur les cartes, mais il est toujours là, avec son histoire sombre et ses problèmes qui persistent encore aujourd'hui. Le principal carrefour de Sanya s'appelle Pont des Larmes, un nom qui rappelle le passé douloureux du quartier. C'est là que les familles faisaient leurs adieux aux condamnés à mort avant leur exécution. À la même époque, le quartier abritait également les burakumin, une caste marginalisée qui effectuait des travaux considérés comme impurs, tels que l'abattage d'animaux et la transformation du cuir. De nos jours, Sanya est devenu le foyer des journaliers. Ces hommes, qui ont littéralement contribué à construire le Tokyo que nous connaissons aujourd'hui, n'ont jamais reçu la reconnaissance qu'ils méritaient. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont âgés, vivent avec des pensions minimales et sont confrontés à une dure réalité en tant que sans-abri ou pauvres en marge de la société. Et vous savez ce qui est le plus curieux dans tout cela? De nombreux Japonais ne connaissent que très peu l'existence de doyage comme Kamagasaki et Sanya. Pour beaucoup de Japonais, des endroits comme ceux-ci sont presque tabous. Ceux qui connaissent leur existence associent ces zones au fond du baril, où les inégalités du pays sont plus visibles. Et pour ceux qui ne le savent pas, ces quartiers restent cachés, loin de l'ostentation et du glamour que le Japon montre habituellement au monde. Et c'est ainsi que nous terminons un autre voyage, cette fois-ci à travers les quartiers marginaux cachés et les histoires peu connues du Japon. Nous voulons maintenant savoir, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Était-ce la dure réalité de Kamagasaki, ou l'histoire sombre de Sanya,
Qui porte encore les cicatrices du passé? Laissez un commentaire et partagez vos impressions avec nous. Si vous aimez découvrir des facettes inattendues et des histoires que peu de gens connaissent, continuez à suivre notre Bello Mundo. Il nous reste encore beaucoup de destinations incroyables et de curiosités surprenantes à explorer ensemble. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à présent, et nous espérons vous voir lors de votre prochain voyage. À bientôt.